Chaque personne est une équation, dites-vous. Qu'entendez-vous par là? Chaque personne est un monde. Au stade de la dépendance, nous pouvons la considérer comme un ensemble en menace d'effondrement. Ce schéma n'est qu'un schéma. Nous l'espérons utile et nous le montrons souvent aux patients. Il y a plusieurs colonnes et ce qui convient, c'est que ces colonnes puissent monter au-dessus d'une ligne de flottaison qui correspond au sujet. Il est évident que plus la colonne addiction est élevée, plus elle impactera négativement toutes les caractéristiques de la personnalité et du patient. Donc il faut considérer en premier lieu le statut addictif. Il y a des addictions qui sont anodines. Un travaillomane n'est pas gênant. Un addict du sport ne va pas empêtrer la démarche de soins. Il y a d'autres addictions qui posent par contre de gros problèmes et qu'il va falloir maîtriser au préalable. La motivation est une question classique. Il existe à la première consultation des motivations qui sont inexistantes, faibles, incertaines. Inversement, la motivation peut être déjà très avancée et l'aide apportée au sujet pourra brûler quelques étapes. La structuration psychique aujourd'hui est un élément de plus en plus préoccupant. Il nous semble que les personnalités, depuis quelques décennies, sont moins structurées qu'auparavant. Elles sont structurées autrement, dans le sens d'un défaut d'attention, d'écoute, de réceptivité, et ça n'est pas sans gêner la relation de soins. Il est évident qu'il nous faut prendre conscience de l'histoire personnelle et des traumatismes subis par le sujet. Quand on se donne la peine de prendre connaissance de cette histoire, on change immédiatement de perception de la problématique. On s'aperçoit que ces addictions ont toujours des racines profondes et douloureuses. La situation familiale est ce qu'elle est. Elle a beaucoup changé. Elle apporte son lot de difficultés supplémentaires au moment où s'amorce la démarche de soins. Le statut social et identitaire est une notion aussi incontournable. Il fait indirectement la richesse de nos échanges au sein du groupe. Nous avons rapproché la santé physique et les centres d'intérêt pour partie parce que l'usage du corps et la mise en jeu de centres d'intérêt, ne serait-ce qu'une créativité pour la peinture par exemple, va permettre de faire l'économie momentanément du processus d'élaboration mentale que nous visons. A l'inverse, la dernière colonne, celle de l'esprit critique et de la sensibilité, permet d'avoir une idée des aptitudes qui seront favorables à l'élaboration mentale qui seule permettra de sortir véritablement de l'addiction. Dans votre schéma, la colonne des addictions est remplie à l'inverse des autres colonnes. Que voulez-vous signifier? Ce schéma de l'équation justifie quelques commentaires supplémentaires. L'arrêt de l'alcool apporte le plus souvent un mieux-être immédiat, souvent spectaculaire. La période sans alcool pourra avoir la valeur d'un ancrage dans la mémoire en cas de reprise d'une dépendance alcoolique active. L'alcool peut avoir été le moyen de lutter contre un état dépressif, un vide mental, un sentiment d'insécurité. Un accompagnement à caractère psychothérapique s'impose le plus souvent. Les patients qui vont s'en sortir durablement sont ceux qui disposeront
de ressources mentales suffisantes. La motivation à ne plus boire doit affronter l'épreuve du temps et la pression sociale. Elle justifie d'être nourrie par la coexistence avec des personnes sobres le plus longtemps possible et par des choix de vie structurants. Dans les facteurs de bon pronostic, nous trouverons la curiosité intellectuelle, la créativité, la capacité à faire lien, une structure mentale suffisamment stable et équilibrée. Inversement, parmi les facteurs de pronostic réservés interviennent des troubles graves de la personnalité et la persistance d'une addiction à substances psychoactives illicites. Vous privilégiez l'addiction alcoolique et vous employez le terme de statut addictif. Qu'est-ce à dire? Il est rare que la personne alcoolique n'ait que cette addiction. Et cette addiction rend compte d'une hyperstimulation du système de récompense. Celui-ci a été individualisé il y a déjà longtemps par des expériences sur le rat, par implantation d'électrodes sur un noyau gris constitutif du système de récompense. Cette hyperstimulation par le biais d'une électrode amenait le rat à négliger sa nourriture au point d'en mourir. On peut voir dans cette expérimentation une sorte de parabole de la vie de l'addicté qui va négliger toutes ces sources de plaisir au bénéfice de cette stimulation simple, brute, primitive, qui lui fera négliger tout le reste, toutes ces autres ressources, toutes ces autres capacités d'avoir du plaisir. Si le sujet suspend ses addictions, l'amélioration des autres colonnes est-elle assurée? Il y aura indiscutablement du mieux. Les progrès plus lointains vont demander du temps, une implication, une élaboration, des réajustements relationnels. Le réel négligé revient de plein fouet. Ce qui a été endommagé du fait de l'addiction et antérieurement par l'effet des traumatismes et des difficultés existentielles va devoir être pris en compte. Le discernement donne un éclairage différent. La réponse à votre question, donc, est oui et non. Quelles sont les autres addictions sous-évaluées? Le problème de fond majeur est la banalisation, la socialisation des produits et des comportements qui effacent l'esprit critique, le sens du collectif et l'éthique, indépendamment des autres dommages. Il n'est pas excessif de dire que la modernité tardive réalise un lavage de cerveau permanent qui fait, entre autres malheurs, le lit des addictions. Ainsi, le cannabis accroît la passivité et la procrastination, qui en est une forme. Sur des terrains prédisposés, il développe des troubles interprétatifs de type paranoïaque. La cocaïne, par sa diffusion, tend à devenir une catastrophe sociétale en concurrence avec les autres substances psychoactives, illégales ou non. On ne peut enfin passer sous silence les mésusages du numérique et les addictions qui s'y rattachent. Pour terminer, à qui s'adresse ce schéma? Il s'adresse à celles et ceux qui décident de reprendre du pouvoir sur leur vie au fil des consultations et des temps de réflexion qu'ils s'accordent.